Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Le thème de la transition énergétique occupe tous les esprits sur les marchés financiers aujourd'hui, en À tout cas juste titre. à juste titre. Mais est-ce que la meilleure façon de jouer ce thème qui s'impose n'est pas l'argent? Alors c'est une question intéressante. Est-ce que c'est la meilleure façon? Je ne sais pas. En tout cas, l'argent a clairement un rôle très important à jouer dans la transition énergétique. Et je dirais, au-delà de l'argent, il va falloir à un moment qu'on prenne conscience qu'il faut mettre les matières premières au cœur de cette transition énergétique. Pourquoi? Je m'explique. Simplement, on est en train de vouloir sortir des énergies fossiles, ce qui est très bien. Mais pour faire ça, il faut développer d'autres productions d'énergie, notamment les renouvelables. Et ça nécessite beaucoup de métaux. Récemment, la Banque mondiale s'en est alertée, l'Agence internationale s'en est alertée, et l'Union européenne aussi s'en est alertée en parlant de criticité de certains métaux. Et il se trouve que l'argent ne fait pas partie des métaux critiques, parce qu'on a aujourd'hui un stock d'argent au-dessus du sol, déjà extrait, assez important. Et les métaux ont cette vertu que quand vous les consommez, ils ne disparaissent pas. Contrairement au pétrole, quand vous consommez du pétrole, il disparaît. Quand vous consommez un métal, il ne disparaît pas. Donc si on venait à en manquer à un moment, on aurait toujours un moyen, en faisant monter le prix, de mobiliser une partie de ce stock et donc d'arriver à équilibrer le marché. La Banque mondiale n'est pas alarmée sur la disponibilité de l'argent. Par contre, dans un scénario de fort développement des énergies renouvelables, la Banque mondiale indique que l'argent pourrait être un des métaux sur lequel on pourrait voir la plus grosse croissance de la demande, fois 4,5 à horizon 2050. Donc un potentiel énorme d'augmentation de la demande de ce métal. Alors pourquoi, me direz-vous? C'est parce que l'argent est un métal qui est utilisé aujourd'hui essentiellement dans deux technologies de la transition. La première, c'est le photovoltaïque, donc l'industrie du solaire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'argent a une caractéristique spécifique, c'est qu'il est aujourd'hui le meilleur métal pour conduire l'électricité. Donc on mesure la conductibilité d'un métal par une échelle qui va de 0 à 63, l'argent est à 62. Voilà, donc vous voyez bien, c'est le meilleur métal en termes de conductibilité électrique. Donc on l'utilise dans les panneaux solaires pour faire bouger les électrons dans les panneaux. Et donc on en utilise beaucoup. Alors on a réussi à beaucoup réduire la consommation par panneau, mais comme on produit beaucoup plus de panneaux, eh bien la demande d'argent ne cesse d'augmenter. Le résultat de tout ça, c'est que là où l'industrie solaire n'existait quasiment pas, on va dire au début des années 2000, aujourd'hui l'industrie du solaire représente 12% de la demande mondiale d'argent. Et ce secteur n'en est qu'à ses balbutiements. Donc il y a un très fort potentiel d'augmentation de la demande de la part de ce secteur. Le deuxième secteur extrêmement important, c'est la mobilité électrique. Alors ça surprend beaucoup quand je parle de ça, généralement, parce que tout le monde me dit, mais la mobilité électrique, c'est les voitures électriques. Oui, tout à fait. Et dans une batterie, il n'y a pas d'argent. C'est vrai que dans une batterie, il n'y a pas d'argent. Mais là encore, on utilise ce facteur de conductibilité que j'évoquais. Et il faut savoir que dans une batterie, en fait, dans une voiture électrique, il n'y a pas une batterie, il y a ce qu'on appelle un pack de batteries. En fait, c'est plein de batteries individuelles qui ressemblent à des grosses piles que vous reliez entre elles. Et donc la conductibilité de l'argent à ce moment-là est utile. Et donc là où l'industrie automobile ne consommait quasiment pas d'argent il y a une dizaine d'années, un peu pour la connectique, aujourd'hui, l'industrie automobile représente déjà entre 5 et 7% de la demande mondiale d'argent. Et cette industrie n'en est vraiment qu'à ses débuts. On vend, je crois que l'année dernière, on a vendu à peu près 2 millions de véhicules électriques, 100% électriques, dans le monde, sur un total de véhicules qui se vendent par an d'à peu près 95 à 100 millions de véhicules. La marge de progression est sensible. Exactement. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel. Et puis il y a un dernier potentiel qui pourrait être important, toujours dans cette mobilité électrique, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne essentiellement avec des batteries qui sont dites lithium-ion, avec un électrolyte liquide à base de lithium. Et l'avenir serait, semble-t-il, aux batteries lithium solide. Donc on n'aurait plus de liquide dans la batterie, mais que du solide, ce qui permettrait d'améliorer les performances de la batterie. Et dans le cadre de ces recherches, il est évoqué la possibilité, pour améliorer les batteries, d'avoir une anode qui est plaquée avec de l'argent, ce qui augmenterait probablement, là encore, la consommation d'argent. Donc il y a un fort potentiel à jouer sur l'argent dans le cadre d'une transition énergétique qui irait vers les énergies renouvelables et la mobilité électrique, ce qui est très probable. L'argent a connu une année 2020 faste, très faste même. Est-ce que cette tendance au soutien de la demande d'argent n'est pas d'ores et déjà jouée pour une bonne part par le marché? Ça me semble relativement peu probable parce que le marché donne un prix aux choses en fonction de l'équilibre de l'offre et de la demande à l'instant T. Donc aujourd'hui, on a un certain équilibre qui est, je dirais, assez précaire, hein, compte tenu de la situation là aussi sanitaire dans laquelle on est. Mais le secteur argentifère a bénéficié, entre guillemets, du fait que si la demande a baissé
dans la crise sanitaire. L'offre également a beaucoup baissé parce que beaucoup de pays producteurs d'argent se trouvent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Beaucoup de ces pays ont été en confinement. Et à un moment, la production d'argent a baissé jusqu'à plus de 60% dans le courant du mois d'avril à cause des questions de confinement. Donc c'est intéressant pour la sortie de crise parce que ça veut dire qu'on n'a pas constitué de stock. Donc quand on va sortir de crise, il faudra assurer en permanence l'équilibre offre-demande. Et là comme ailleurs, la crise a entraîné un retard d'un certain nombre d'investissements qui à un moment ou un autre va se payer au niveau de la production. Donc on aura probablement des accélérations à la hausse. Il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui le prix de l'once d'argent se situe aux alentours de 25$, alors qu'en 2011, au plus haut, quand on avait le développement de la Chine et la croissance économique qu'on a pu connaître, le cours de l'once d'argent était monté jusqu'à 50$ l'once. Donc on est encore très loin des plus hauts, contrairement à l'or qui lui a déjà dépassé ses plus hauts tout récemment. Vous avez des objectifs Alors, à court terme, sur le cours de l'once d'argent? À court terme, je dirais que tant qu'on reste dans la situation sanitaire actuelle, pour nous, l'argent a un potentiel de réappréciation jusqu'à 28-29$ l'once, qui sont quasiment les plus hauts qu'il avait vus pendant l'été. On voit mal comment il pourrait aller plus haut que ça. Après, à plus long terme, si on revient dans une dynamique plus positive, avec un redémarrage fort du secteur des renouvelables, fort du secteur de l'automobile, eh bien pour nous, le cours de l'argent pourrait, sans trop de problème, se diriger vers les 35$ l'once. C'était encore très loin de ses plus hauts, mais dans un premier temps, on pense que les niveaux de 35$ sont des niveaux qui sont atteignables et qui sont cohérents avec nos anticipations sur l'or notamment, puisque l'argent est un métal qui a une double casquette, c'est un métal industriel, mais c'est aussi un métal précieux, et vu aussi comme une valeur refuge par un certain nombre d'investisseurs. D'ailleurs, les investissements dans le domaine des ETF sur l'argent ont été encore plus forts que les investissements sur les ETF dans le domaine de l'or. Si on parle de la transition énergétique et des moyens pour les investisseurs de jouer cette transition, via les métaux, il faut s'intéresser au palladium et au platine également. Oui, tout à fait. Le platine et le palladium sont deux métaux de la transition, ou je dirais plutôt de la mobilité propre. Le platine et le palladium servent essentiellement à une chose, c'est fabriquer des pots d'échappement catalytiques pour les véhicules thermiques. Donc le palladium est davantage utilisé pour les véhicules essence et le platine davantage pour les véhicules diesel. C'est ce qui explique une grosse différence de trajectoire en termes de cours sur ces dernières années. Si je prends le platine qui normalement vaut plus cher que l'or, aujourd'hui une once d'or vaut à peu près 1900$ l'once, une once de platine vaut 900$. Donc le cours du platine est passé très nettement en dessous du cours de l'or. Pourquoi ? Parce que en 2015, on a le Dieselgate, le scandale Volkswagen, et donc une très forte baisse de la demande de véhicules diesel, et donc une forte baisse de la demande de platine, et donc il a fallu fermer, adapter la production à la consommation. Cette adaptation s'est faite vraiment en 2018, où un certain nombre de producteurs, l'essentiel de la production de platine vient d'Afrique du Sud. Donc certains producteurs sud-africains ont annoncé qu'ils réduisaient leur production pour vendre moins mais plus cher. Et donc on a réussi à réadapter le marché, rééquilibrer l'offre et la demande. Et donc 2019 a été plutôt une bonne année en termes de performance. Pour l'instant, le début d'année est un peu délicat. On tourne grosso modo autour de zéro, suivant les périodes. On pense qu'il y a un potentiel limité d'appréciation sur ce marché. Il y a des éléments positifs. Le marché du diesel se stabilise parce que le marché du diesel professionnel privé recule toujours mais moins vite, et que le marché du diesel professionnel continue à progresser. Donc le marché du diesel est en train de se stabiliser. En outre, le diesel a un avantage dans le cadre de la transition énergétique, c'est que le diesel émet moins de CO2 que l'essence. Il avait été très critiqué en 2015, essentiellement à cause des particules fines. Or, les pots catalytiques depuis 2015 ont beaucoup progressé. On est passé de la norme Euro 4 à la norme Euro 6, et donc on a eu beaucoup de progrès. Mais l'augmentation de ces normes augmente la consommation de platine dans les pots d'échappement. Donc il y a potentiellement un regain de demande sur ce métal du fait de ces nouvelles réglementations. Donc on a une baisse de la production, on a dans le même temps des normes environnementales qui sont de plus en plus sévères et donc qui nécessitent plus de catalyseurs, et puis on a potentiellement une légère reprise du marché du diesel. Et puis on a aussi également la volonté de développer l'hydrogène, et ça pourrait être très positif, très favorable aux platines. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui est pour l'instant embryonnaire, mais il y a une volonté, on l'a vu notamment européenne, avec un plan hydrogène. On a vu des rapprochements d'entreprises aussi qui sont en train de se faire pour essayer de développer cette filière. Et le platine est un métal indispensable à l'hydrogène. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, l'hydrogène est un vecteur d'énergie. Ça n'est pas de l'énergie en soi, on va soit le brûler, soit le transformer en électricité. Pour le transformer en électricité, il faut ce qu'on appelle une pile à combustible, fuel cell en anglais. Et cette pile à combustible, elle contient beaucoup de platine. Pour vous donner un ordre d'idée, dans un pot d'échappement, traditionnellement, il y a entre 5 et 7 grammes de platine.
Dans une pile à combustible pour un véhicule électrique, on estime qu'il y a aux alentours de 20 grammes, peut-être un peu plus de platine. Donc le développement de cette filière pourrait entraîner une très forte hausse de la consommation de platine et pourrait être très positif pour ce métal. Donc aujourd'hui, c'est un métal sur lequel on est prudent quand même. Il est très dépendant du secteur automobile et le secteur automobile est aujourd'hui encore en grande difficulté. Et je pense que ce métal aura vraiment besoin de voir le secteur automobile repartir et éventuellement la filière hydrogène repartir, donc sortir de cette crise sanitaire en quelque sorte, pour voir vraiment ces cours repartir de l'avant et avoir un potentiel pour retourner, on va dire, au moins vers les $1000 dans un premier temps. Mais ça fait quand même un potentiel d'appréciation d'à peu près 10%. On voit beaucoup plus sur l'argent par exemple. Quid du palladium? Alors le palladium, lui, il a eu une fortune complètement différente. Il a connu un parcours absolument extraordinaire ces dernières années. Pourquoi ? Parce que je le disais, le palladium est essentiellement utilisé. 80% du palladium dans le monde est utilisé pour fabriquer des pots catalytiques pour les véhicules essence. Et donc là, totalement à l'inverse, lors du Dieselgate, la demande de véhicules essence s'est mise à augmenter. Puis on a eu l'avènement de la Chine, d'une classe moyenne en Chine qui n'a cessé d'augmenter, donc qui a consommé des véhicules. La conséquence de tout ça, c'est que le prix du palladium, je crois que c'est plus 600% de 2009 à 2019. En 2019, c'est plus 60% sur l'année. Et en 2020, avant le début de la crise sanitaire, le palladium était en hausse de 40%, on va dire, mi-février. Derrière, il a corrigé avec la crise sanitaire, mais aujourd'hui, il est quand même encore en hausse de plus de 20% depuis le début de l'année, un peu au-dessus des $2400 l'once. Donc on a un métal qui s'est déjà beaucoup apprécié. Pourquoi je le disais, il y a eu cette hausse de la consommation. Alors le problème, c'est qu'aussi, quand vous êtes dans une situation comme ça, le prix monte pour faire deux choses. Pour inciter à l'investissement, pour augmenter la production, et pour limiter la consommation de façon à rééquilibrer le marché. Le problème, c'est que le moteur de l'augmentation de l'investissement n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de mines de palladium dans le monde. Généralement, le palladium est un coproduit d'autres mines, et généralement des mines de platine. C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup en Afrique du Sud. À peu près 40% de la production mondiale vient d'Afrique du Sud. Et de certaines structures géologiques de nickel, et c'est pour ça qu'on en trouve beaucoup en Russie, d'où viennent aussi 40% de la production mondiale. Il n'y a pas eu de développement, sur le platine on l'a dit, on a plutôt en train d'essayer de réduire l'activité, donc il n'y a pas eu de développement majeur. Sur le nickel, c'est à peu près la même chose. Résultat, on n'attend pas de nouveaux projets majeurs avant au moins 2023 ou 2024. Donc l'augmentation de l'offre ne fonctionne pas. Et côté demande, on a le même problème que sur le platine. L'augmentation des normes environnementales, on a eu China 6 cette année. China 6 cette année a entraîné une augmentation de la consommation de palladium par les constructeurs chinois. Donc China 6, c'est l'équivalent d'Euro 6B en Europe, en termes de réglementation environnementale pour les émissions des véhicules. Ça a entraîné une augmentation de la consommation de palladium par les constructeurs chinois de 25% en 2019. L'année prochaine, l'Inde va mettre en place une réglementation similaire qui s'appellera Bharat 6. L'année prochaine, l'Europe va mettre en place une nouvelle réglementation qui s'appellera Euro 6D, qui mesurera les émissions en situation réelle de conduite. Et selon Johnson Matthey, qui est le plus gros producteur de pots catalytiques au monde, cette nouvelle réglementation pourrait amener les constructeurs automobiles européens à consommer au moins 10% de palladium en plus l'année prochaine. Donc on a une très forte hausse de la demande de palladium avec une contrainte sur l'offre, donc une possibilité de voir les prix continuer à monter pour nous sans aucun problème. La demande, elle n'arrive pas à diminuer parce que les constructeurs automobiles, il y a à peu près, pareil que pour le platine, quelques grammes de palladium dans un pot d'échappement. Et donc un constructeur automobile, même si le prix du palladium monte de $500, ça va changer le prix de sa voiture de $50 ou $75. Il ne va pas arrêter de fabriquer des voitures parce que le prix du palladium est monté. Et donc on continue à avoir besoin de toujours plus de palladium sans avoir une augmentation de l'offre. Donc on a forcément des prix qui montent. Et pour nous, il pourrait atteindre, on va dire, au moins les niveaux qu'on a vus en début d'année, c'est-à-dire $2 870. On est à 2400 aujourd'hui. Et probablement qu'on passera les $3000 une fois la crise sanitaire terminée, probablement en 2021. Donc, pour conclure, argent, palladium, platine, un tiercé gagnant pour jouer la transition énergétique. Tout à fait, avec une préférence quand même pour l'argent et pour le palladium. Mais le platine peut être un bon joker, un bon outsider, si la filière hydrogène venait à se développer massivement dans les années qui viennent. Benjamin, merci. Merci Vincent.